On se rappelle que le sujet, encore une fois, que nous abordons, Bezrat Hashem, et que nous finirons, j'allais dire, hélas, je suis désolé, on va se apprendre encore 2 semaines, à mon avis, mais en tous les cas, le sujet que nous abordons, c'est l'identité morale d'Israël. Nous avons évoqué un certain nombre de paramètres essentiels, dont la dimension essentielle, c'est le rapport à la réciprocité quand nous parlons de moralité. D'accord? Nous avons plusieurs options qui existent, nous avions évoqué cela. L'option, de manière générale, sujet, objet, je suis le sujet, tu es l'objet. L'option chrétienne qui impliquerait que nous soyons tous les deux objets et qui en réalité n'a jamais marché, puisqu'il est usuel de dire et de rappeler que le seul chrétien qui a réussi à aller selon ce prisme chrétien en réalité est juif, c'est l'autre abruti, n'est-ce pas, le bâtard. Et le fait est, c'est que automatiquement, eh bien, il importe, bien évidemment, de bien le comprendre dans la tradition juive, ça veut dire en tant que réciprocité de justice. Et j'avais développé cette idée aussi, qui est fondamentale, que nous ne sommes pas dans la pax romaine, ça c'est le point que j'avais aussi développé la dernière fois, à savoir que nous n'avons en aucune manière une envie d'avoir un accord de non-belligérance entre nous. Ce qui nous importe, au sens hébraïque du terme, c'est le shalom, c'est-à-dire la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, n'est-ce pas? Et quand je parle de la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, on peut être, comment dirais-je, patient, mais il est évident qu'à long terme, plus ou moins long terme d'ailleurs, c'est bien évidemment le shalom du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Sinon, ce n'est pas un shalom, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, évidemment, from the sea to the river, y compris le Jourdain, ça c'est pas chaud. Mais le fait est que nous parlons d'abord et avant tout de réciprocité, c'est ce que nous avions indiqué. Je reprends les propos du Rav. Quand j'examine la scène politique d'Israël, je suis frappé de voir à quel point l'identité morale d'Abraham, qui n'est que charité et don de soi, est reprise par le mouvement La paix maintenant. C'est-à-dire Shalom Arshav. Vous voyez à quel point, malheureusement, c'est moins d'actualité maintenant parce que Shalom Arshav est en train de se casser la figure, mais rassurez-vous, on en a d'autres. On a d'autres mouvements pas moins tordus comme Achim Laneshek, il y en a quelques-uns. Baruch Hashem, ça manque pas, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a une petite minorité qui fait beaucoup de bruit dans les médias internationaux, mais encore une fois, c'est pas grave. On les entend parler, ils sont très humanistes, ils ont un vrai problème. Il faut comprendre que certains, même pour les motivés par l'ego, comme vous le savez, il faut faire très attention parce que nous sommes en train de faire une purification ethnique à Gaza. Et donc c'est terrible, mais d'abord, j'en serais très content qu'on fasse une purification ethnique à Gaza, mais surtout sur le fond, c'est absolument faux et abject et absurde. Et d'autant plus extravagant que quand les gens vont parler justement pour la paix maintenant, on est très en colère contre cette cruauté à l'égard des pauvres enfants, etc., etc. Et il m'est arrivé maintes et maintes fois de rappeler à chaque fois qu'on me parle de cruauté d'un côté, et d'autant plus quand il s'agit d'un juif, je lui demande est-ce qu'il connaît Shalevet Paz, est-ce qu'il connaît la famille Fogel, est-ce qu'il connaît Neria Cohen, est-ce qu'il connaît Noam After, est-ce qu'il connaît, encore une fois, le 7 octobre. c'est vrai, quelqu'un, et Kfir Bibas, bien évidemment, mais malheureusement, je tiens à vous préciser sur ce point que pour ma part, parce que tout le monde dit que le Ham Israël, la société Israël a été bouleversée depuis Simchat Torah, alors je suis navré de vous décevoir, je n'ai pas été bouleversé. C'est-à-dire, ça fait 30 ans que je suis en Israël, il y a au moins la famille Lasri qui me connaît, qui est transbourgeoisie, qui me connaît très bien, je n'ai pas bougé une seconde avant Simchat Torah, après Simchat Torah. Excuse-moi, mais je n'ai pas compris pourquoi tu n'es pas bouleversé depuis le 7 octobre. C'est-à-dire qu'il mais je ne comprends pas. Quand on habite depuis 30 ans en Israël, allez, on va aller même plus loin, d'accord? Puisque les Juifs ont la mémoire courte. On va rappeler. Il a utilisé un mauvais terme. Il a été bouleversé pour ne pas dire surpris. Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Ah oui, non. D'accord. Merci de la correction. Quand je dis bouleversé, évidemment, chaque sang juif qui est versé, on est bouleversé, c'est pas la question. Ah, si c'est ça que vous avez compris, alors non, pas du tout. J'ai dit les gens sont choqués, surpris par ce qui vient de se produire. Et malheureusement, étonnés. Voilà. Alors malheureusement, je me permets de rappeler, puisque les Juifs ont la mémoire courte, d'autant plus les Juifs d'Afrique du Nord, et c'est toujours assez fascinant de se rappeler
pour ceux qui ont, encore une fois, je répète, la mémoire courte, d'évoquer « Ah, on a toujours été heureux en Algérie, au Maroc, en Tunisie. » Très bien. Ces 100 ans de bonheur éventuels, eh bien, d'abord, sont évidemment un leurre, mais en admettant, acceptons-les, ces 100 ans de bonheur. Les 101 ans, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Avant que Clermont-Tonnerre, ils disent aux Juifs d'Algérie, vous êtes français, eh bien, grâce à la France, on a été sauvés des pogroms pratiqués par les Arabes juste avant. Ben, donc, ça, c'est un détail. Au Maroc, pendant 400 ans, vous avez un Arabe qui a été plus doué que Hitler, puisque je vous rappelle, il endossait à coups de fer à cheval en forme de Magen David, directement sur la peau pour signifier notre identité juive. D'accord? Donc, tous les Juifs qui ont été heureux en Afrique du Nord, on va les calmer. C'est-à-dire, on n'a pas été heureux en Afrique du Nord, on a été en exil en Afrique du Nord. À la fois d'un point de vue spirituel, à la fois que d'un point de vue économique et physique. Il y a même une phrase qui a fait beaucoup rire le Rav Mazouz, c'est quand ils ont dit à certains juifs, on dit de Djerba, on avait l'habitude de demander la pluie le 7 Rejvan comme en Eretz Israël, puisque toujours la thèse de dire on a le Beth Amikdash et machin et les trucs, bon, on connaît. Et le Rav Mazouz, il a dit très bien qu'il fasse aussi Trumot ou Maasrot sur les fruits et légumes, qu'il fasse aussi les dons, puisque c'est comme s'il était Eretz Israël. C'est-à-dire, malheureusement, le Ham Israël est composé de gens très intelligents et aussi des autres. C'est-à-dire, mais, et ça, évidemment, c'est un vrai problème qu'il nous faut gérer. On fait tout mieux, même le pire. Même le pire. Mais ça, c'est toute la problématique. Donc, quand on parle encore une fois, c'est en cela où je n'ai pas été choqué. Alors, j'aurais été à mon terme exact. Je n'ai pas été choqué par ça parce que malheureusement, j'ai vu des cafards balancer un soldat par la fenêtre. J'ai vu, comme j'ai cité la famille Fogel, j'ai vu beaucoup de choses là-dessus. Donc, la question, elle n'est pas à ce niveau-là. D'accord? C'est la conséquence. Pardon? Le 7 octobre, c'est la conséquence. C'est le symptôme d'une maladie. Tout à fait. La conséquence est le symptôme d'une maladie qui existe au moins depuis 30 ans. D'accord? Au moins depuis 30 ans. Et c'est là où je dis que justement la différence, pour ma part, de ce que pensent beaucoup de gens, que depuis la Shoah, on n'a jamais eu un drame aussi dramatique, je pense qu'il se passe exactement l'inverse. Je pense que le peuple juif, je ne parle pas des dirigeants, mettez-les de côté, encore une fois, je ne vais pas de politique, je ne vais pas de partisanat politique, ce n'est pas la question. Mais je pense que le peuple juif, eh bien, il s'est réveillé, justement, je préfère dire Mechila, je préfère dire Simchat Torah. Je sais que beaucoup aiment utiliser cette date de 7 octobre. Pour ma part, jusque la date de chez nous, ça me paraît plus sympathique. Mais en tous les cas, le 21 Tishri, on va dire. Mais en tous les cas, il est certain que le peuple juif s'est réveillé. Et que là-dessus, je prétends que si ce réveil n'est pas associé au Kodesh, eh bien, il ne va faire que s'estomper. C'est toute la problématique. D'accord? Bon, c'est un phénomène, on savait. Quand on étudie le traité de Sanhedrin, on sait bien que la délivrance, il y a des difficultés, il y a des problématiques qui se passent. Moi, j'étais extrêmement choqué de voir le Bouddha à la fête. Le Bouddha. Ah oui, non, on n'a pas vu le Bouddha. Mais oui, madame. C'est qui le Bouddha? Le bouddhisme, un grand Bouddha de 20 mètres de haut. Mais non, mais alors, en terre d'Israël. Bienvenue. Ah bah, je suis frappé de voir à quel point l'identité morale d'Abraham, on prend toute la problématique de charité, de chesed. Rabotai, on a tellement entendu parler qu'Abraham, c'est la vertu de bonté, de charité. On a juste oublié un petit détail. Quand Abraham Avinu, il y a l'autre qui est coincé là-bas, il va prendre 318 garçons d'Yeshiva pour aller mener la guerre contre 5 royaumes, pas un, 5. Pour aller, encore une fois, se battre et sauver, encore une fois, Lot de cette situation-là. C'est Abraham, c'est le chesed dont on parle. Et il est prêt à prendre 318 garçons d'Yeshiva. Il ne savait pas que quand on va en Yeshiva, on ne va pas à l'armée. Abraham, il ne sait pas. Mais donc, du coup, effectivement, il part. Dans cette problématique-là, quand on va détourner la charité, la bonté d'Abraham, elle a un nom. Ça s'appelle le christianisme. Aussi simple que ça. On prend encore une fois cette idée de la paix, de la charité absolument, et en réalité, on la souille totalement pour amener, malheureusement, et c'est en cela où j'ai déjà expliqué qu'il y a des identités, des spiritualités qui sont profondément problématiques, mais dont nous sommes influencés parce que, encore une fois, faut-il le rappeler, la chrétienté, l'islam et tout un ensemble de cultures sont des avortons du judaïsme. Et toute la problématique, c'est qu'ils ont pris une partie, bien évidemment, du judaïsme, sans en indiquer, eh bien, la justesse. Et c'est ça que nous dit Manitou.
reprise par le mouvement La Paix Maintenant. À l'inverse, les tenants du transfert des Arabes palestiniens, c'est juste parce qu'il écrit ça en français qu'il écrit arabe palestinien. J'ai entendu maintes et maintes fois Manitou, sachez-le, quand il y a une journaliste qu'il a interviewé et qui lui a parlé « Qu'est-ce que tu fais de la cause palestinienne ?» Il lui a répondu « Si je continue à dire le mot Palestine, j'arrête l'interview. » Donc, ne croyez pas que ça. Comme le parti Moledet ne sont qu'Yitzhak, la rigueur absolue qui ne laisse aucune place à la charité. On a encore une fois, deux pôles essentiels qui sont très bien traduits ici par Manitou. Le parti Moledet, c'est Racham Zevi, Hachem Yikom Damo, mais c'est aujourd'hui ce qu'on peut retrouver chez Itamar Ben-Gvir, etc. Dans ce même esprit, encore une fois, d'ailleurs, pour le coup, un peu adouci. Il y a quelqu'un pardon? Non, c'est pas le Rav Kahana Hachem Yikom Damo, mais et c'est pas non plus le docteur Michael Bellary, évidemment, avec qui je suis. Bref. Mais encore une fois, ni l'un ni l'autre ne sont Yaakov Israël. Ce qui est très dangereux et ce qui est mal entendu, malheureusement. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de consensus, et c'est ce qui fait que pour le moment, il est clair que quelqu'un comme Itamar Ben-Gvir ne sera pas Premier ministre. Parce qu'il y a un consensus qui. Le message diffusé par Itamar Ben-Gvir et la manière dont il le diffuse, eh bien, laisse entendre une colère automatiquement et une sorte d'extrémisme qui n'est pas à la hauteur de ce à quoi on aspire. Mais il y a clairement une contradiction entre les partis de gauche et d'extrême gauche, etc., et quelqu'un comme Itamar Ben-Gvir. Ce qui nous importe, ce n'est pas être le Premier ministre d'une ribambelle de juifs sympathiques avec des péotes et une grosse kippa sioniste. Ce qui nous importe, c'est d'être le représentant, le dirigeant du peuple juif, de tout le peuple juif. D'où la difficulté. N'est-ce pas? Et pareil à l'inverse. D'accord? De la même manière que le grand rabbin d'Israël n'est pas le grand rabbin des Haredim. Il est le rabbin d'Israël. Donc, quand il va produire des propos qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend du Rav d'Israël, automatiquement, ça a des implications dramatiques. D'accord? C'est ça toute la difficulté. Yaakov, combien était-il inquiet sur son lit de mort? Va-t-il y avoir une mutation? C'est un enseignement du Midrash qui est fabuleux. Yaakov est inquiet, il y a tous ces enfants qui sont autour du lit, qui sont disposés de la même manière que autour du Mishkan, autour du temple portatif dans le désert, et il y a évidemment cette réflexion, va-t-il y avoir une mutation comme ça a été le cas avec mon frère, comme ça a été le cas avec Ishmaël. Et la réponse des frères, Shema Israël, Saba, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et là, Yaakov, il nous répond, non, pardon, Baruch Shem Kevod Malchuto Elam Vaed. Voilà. Non, il y a deux réponses. Il y a la première, c'est Baruch Shem, c'est ce qui est dit dans un Midrash, et dans le Yerushalmi, il y a écrit Il Kadav et Kadash Shemei Rabba, parce que son nom, justement, est d'autant plus grand. Il a répondu en araméen par rapport à cette demande-là. C'est exactement la problématique. Certains ont voulu, et c'est aussi pour ça que, malheureusement, comme je l'ai dit, je n'étais pas surpris par Simchat Torah, j'ai presque envie de dire, je l'attendais au moins depuis 2 ou 3 ans, pour vous dire à quel point c'est terrible, parce qu'il y a certains qui ont voulu propager, plus que proposer, imposer, ils n'ont pas encore fini leur travail, ils ont voulu imposer le fait que l'État d'Israël soit un État pour tous ses citoyens, en écartant totalement ce rapport indéfectible de l'État d'Israël à l'identité juive, voire même, beaucoup de gens ont été choqués, comme vous le savez certainement, à Yom Kippourim, il y a 2 ans maintenant, avec cette histoire de séparer, pas séparer, en plein milieu de Tel Aviv. Beaucoup de gens proches de la Torah et plus éloignés de la Torah ont été très choqués par ce débat, parce qu'il leur paraissait évident, on va, le jour de Yom Kippourim, certains de nos frères, pas forcément épris de Torah toute l'année, mais on a le talit, on va en blanc, on va à la synagogue, c'est évident que c'est séparé. Cette réalité de gens qui veulent absolument essayer de couper le souffle de l'État juif, de la judaïcité de l'État, automatiquement a amené à de telles torpeurs. Pour vous faire saisir cette problématique-là, vous avez une députée qui est partie maintenant,
dont je tairai le nom évidemment pour dire du mal de Merav Michaeli, et qui a dit qu'elle aimerait bien que la place du judaïsme dans l'État d'Israël ressemble à ce que représente le catholicisme en France. Vous voyez le niveau, d'accord? Donc c'est exactement problématique. C'est de l'archéologie, c'est de l'histoire, d'accord? Et ça n'a pas de sens. Et le peuple juif a voté contre cela. Il ne veut pas cela, d'accord? Mais c'est inscrit dans l'ADN du peuple juif. Il y a une très longue période de l'histoire de notre peuple dans laquelle Israël, en tant que nation, s'est retiré purement et simplement de la politique mondiale et a accepté sous la contrainte, mais une contrainte à laquelle il a acquiescé, de ne pas se constituer en nation souveraine sur le modèle des autres nations, c'est-à-dire en État. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2000 ans? Et jusqu'à aujourd'hui, combien je me casse la tête à le dire et à le répéter, à le re-répéter, nous ne sommes pas une religion. Mais pourtant, c'est ce qu'on a appris pendant 2000 ans. Non, mais c'est faux. Mais c'est toute la problématique. Là-bas, comme disait Manitou, avant il y avait le mythe du juif errant, maintenant il y a le mythe du juif aberrant. C'est exactement ça. On a vécu dans sa dimension spirituelle, coupé des valeurs essentielles, encore une fois, de ce qui nous représente, de ce que nous avons reçu au Har Sinaï, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, une entité qui a pour vocation de servir à Kadosh Baruch Hu et un corps d'expression de sainteté, si je traduis littéralement. Donc on est une nation, encore une fois, qui a une charte politique, qui a une charte économique, qui a des réflexions sur l'écologie, qui a des réflexions sur la sécurité routière. Il faut le savoir. Et pendant 2000 ans, on ne s'en est pas occupé. Et maintenant, on est revenu, il est temps, encore une fois, c'est ce qu'il laisse entendre. On l'a accepté, cet état de fait. Maintenant, quand on va demander, justement, dans cette identité Yaakov Israël, quand on va demander à un juif, est-ce que ça pose problème de frapper un enfant? Arabe, évidemment, je n'ai pas dit juif. Eh bien, la problématique, c'est la suivante. Pourquoi ça te pose problème? Ou ça ne me pose aucun problème? Dans ce cas-là, pourquoi ça ne pose pas de problème? Et si ça me pose problème, pourquoi ça me pose problème? Et malheureusement, à 99% des cas, il y a, je ne peux plus les supporter, ces beurres, ces melons, ces trucs, parce que ils sont faits, ces ratons, ces crouilles, ça on a compris. Et l'autre versant, non, c'est pas moral. Mais c'est pas moral selon qui? Est-ce qu'il y a un moment donné où un juif va s'interroger, se dire selon quelle charte morale, sur quelle base morale je m'inspire? J'ai aucun problème à accepter le fait que non, c'est choquant de tuer un enfant. J'ai aucun problème avec ça. Je l'accepte. Mais je veux savoir c'est quoi le référent. Et malheureusement, à 99,99%, le référent, c'est la chrétienté. C'est pas le juif, c'est pas judaïsme, c'est pas la Torah. Si la Torah, encore une fois, elle s'annonce comme elle s'annonce, alors il y a une réflexion qui est fondamentale. Ou alors on est des talibans aux yeux de certains, les arabes, machin, le djihad, est-ce que vous voulez? Ou alors on est, non, c'est pas moral, c'est pas concevable. Alors je me permets de le rappeler pour la énième fois, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Pendant toute cette période de l'année qui vient de s'écouler, il m'est arrivé maintes et maintes fois de demander à des juifs qui sont très pointilleux de vouloir accomplir les mitzvot. Très pointilleux. À l'approche de Shabbat Zachor, alors on se demande, est-ce qu'on a dit Zeicher, Zoicher, Zecher, Mechiot Amalek et Betsuyan? Et alors il y a une question bête que je vais poser à ces mêmes juifs. Je leur ai demandé, en admettant que le Hamas soit Amalek. En admettant, il y a des rabbinim qui pensent que le Hamas, c'est Amalek. On peut contredire, on peut ne pas être d'accord, on peut invoquer d'autres rabbinim, peut-être qu'ils vont dire que c'est pas grave. Mais il y a des rabbinim qui disent que c'est Amalek. Donc, selon ce postulat, si le Hamas c'est Amalek, un juif qui est pointilleux, je parle d'un juif qui est pointilleux selon la Torah, est-ce qu'il est prêt à tuer hommes, femmes et enfants, compris le petit bébé de 6 mois qui vient naître à Gaza? C'est la question. À partir du moment où un juif dit non, 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 ok, tu vas à l'encontre de ce que la Torah te prône. À un moment donné, il faut décider. C'est fini la langue de bois, on rentre dedans. On a passé Rosh Chodesh qui se lève. Dans Rosh Chodesh, on demande le renouvellement des sacrifices. Il n'y a pas de problème. On n'est pas encore prêt, on ne veut pas encore. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. On ne va pas se voiler la face. Non, mais ça ne sera pas des sacrifices, ça sera végétal, ça sera...
Ok. Tu perds une demi-heure, tu perds un quart d'heure de ta vie, tous les Rosh Chodesh, toutes les fêtes, en évoquant la volonté intrinsèque de vouloir monter sur le mont du Temple, de vouloir amener un agneau et de vouloir sacrifier. C'est ce que tu dis dans ta prière. On veut, ça n'a pas été mis dans la tefila pour éviter d'alourdir, mais parmi les 6 choses que, eh bien, il était possible, il était demandé d'évoquer à la fin de la tefila de Shacharit, l'une d'entre elles, c'était le souvenir d'Amalek. Donc, tous les jours. Mais tu comprends, mais c'est haineux. Tu entretiens la haine. Oui. Comment on n'est pas sûr? On n'est pas sûr, c'est Amalek. Si on était sûr, c'est Mais ça, je suis prêt à accepter. Mais vous avez le Raphaël de Brisk qui vous dit que toute nation qui a pour vocation d'exterminer Israël doit être considérée comme un Amalek. Et encore une fois, je ne suis pas en train de discuter. Je ne suis ni soldat, je ne suis plus soldat, je n'ai pas d'armes. Baruch Hashem, en tout cas pour ma femme, Baruch Hashem. Okay. Non, je voulais une arme et ma femme, elle est très contente parce qu'ils ont refusé. Mais ma femme, elle est contente. Mais le fait c'est qu'en réalité, il faut se positionner vis-à-vis de ce que la Torah nous dit. Et ne pas inventer, ne pas se créer, encore une fois, un judaïsme qui n'est pas cohérent. Amalek, ce n'est pas le contexte. Amalek, d'un point de vue strictement ilchatique, Amalek, non, je suis désolé. Amalek, d'un point de vue strictement ilchatique, si jamais j'étais certain, pour reprendre la remarque de madame, si j'étais certain que j'avais Amalek en face de moi, en tant que civil, j'ai un pistolet, je lui tire dessus. Homme, femme, enfant, bébé. Homme, femme, enfant, bébé. Il n'y a pas de contexte. Les ennemis, c'est le contexte. Amalek, il n'y a pas de contexte. Non, Amalek, il n'y a pas de contexte. Qu'est-ce qui peut déclencher cette réaction de la femme? Il avait demandé. Pardon? Qu'est-ce qui pourrait déclencher cette réaction? C'est ce qu'on appelle le contexte. Pour de tuer effectivement homme, femme, enfant et bébé. Mais c'est la demande, c'est la volonté non seulement de faire une mitzvah, en plus de le faire dans la joie. En plus. Pourquoi on ne l'a pas fait? Bienvenue. Deuxième fois. Malheureusement, ni Shaoul ne l'a fait, ni Yoshua les a affaiblis, parce qu'en réalité, bien évidemment, ce qui se cache derrière, pourquoi est-ce que Yoshua, pourquoi est-ce que pour le coup, est-ce que Yoshua, il a simplement affaibli Amalek? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas totalement exterminé Amalek? D'accord? J'ai coutume de le dire de la manière suivante. La question n'est pas que, et c'est ce qui rentre ici aussi, elle n'est pas que politique. Attention, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas politique, mais elle n'est pas que politique. C'est qu'à partir du moment où nous allons, eh bien, et c'est ce qu'on attend avec le Rosh Hashanah, le Premier ministre Bezrat Hashem en son temps, fils de David, c'est de pouvoir tirer une balle sur Mahmoud, Abbas, puis d'autres, Bezrat Hashem. Mais le fait est, c'est qu'il est fondamental de gommer Amalek. En hébreu, nous avons cette expression qui est très importante. Nous avons Mechika et nous avons Mechia. Ce sont 2 activités distinctes quand on parle de Shabbat. Vous avez effacer pour effacer et vous avez effacer pour écrire dessus. Et quand on parle, la première de effacer, juste effacer, ça s'appelle Mechika. On a effacé, on a pris la gomme. Mais Mechia, c'est effacer et écrire dessus. Ça veut dire que en réalité, l'affrontement envers Amalek et la réussite de cet affrontement passe par l'annulation d'Amalek et le balayage sur le mont du Temple. Les 2 sont intimement rattachés l'un à l'autre. C'est-à-dire que si effectivement nous annihilons le mal sur Mira, mais que nous ne nous préoccupons pas de mettre en place le bien, alors automatiquement, on n'a fait que affaiblir Amalek. D'accord? Et ça, c'est un problème. Mordechai, puisque l'épisode a eu lieu, c'est le descendant de Shaoul, Mordechai, pour le coup, il va tuer Aman. Et Aman, il va rester pendu pendant 1 an. Avec ses 10 enfants, dont Vaïzata, je le rappelle, vous voyez à quel point c'est d'une précision fondamentale, dont Vaïzata, son fils, qui a quel âge? 6 ans. D'accord? Et il est pendu, et ils sont tous pendus, et on les voit bien pendant 1 an en train d'être pendus. Vous avez le droit de trouver ça affreux, cruel, dégoûtant. Vous avez le droit. Mais ce que vous n'avez pas le droit, et là oui, je l'affirme, c'est de dire que c'est immoral, que ce n'est pas bien. Parce que dire cela, c'est contre ce que la parole d'Akadosh Borou énonce. Quand on parle de tuer, Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand on parle de tuer, c'est physique ou spirituel? Tuer, c'est physique. Même Pascal, le philosophe français,
La justice sans force est impuissante. La force sans justice est tyrannique. Oui, mais mon rapport, Nahon, mais mon rapport est fondamental, justement. Je fais exprès de ne pas citer Pascal ou de ne pas citer un philosophe, pour le coup, parce que ce qui m'importe, c'est encore une fois d'être fidèle à la Torah. Et c'est à cela où nos maîtres enseignent, Chachamim, Izaharu bedivrechem. N'est-ce pas? Pourquoi faites attention à ce que vous dites? Alors, pendant 2000 ans, on fait attention à ce que l'on dit. Aujourd'hui, vous pourriez tout à fait me reprocher d'être trop radical, mais encore une fois, je livre, j'essaye en tout cas, de livrer avec fidélité ce que la Torah dit, ce que la Torah énonce. D'accord? Ben oui, ben, C'est quoi le Hébin? c'est incroyable, quoi. Et j'invente? Vous croyez que j'invente? Ah ben non, c'est pas rien. Vous croyez que j'invente? Je trouve que c'est incroyable. On trouve ça normal. J'ai pas compris. Je trouve Oui, bah, incroyable que ça normal. c'est normal. Mais vous avez le droit, comme je l'ai dit. Comme vous avez le droit, comme je l'ai dit, vous avez tout à fait le droit de ne pas trouver ça normal. Vous avez tout à fait le droit. Non, mais c'est- Mais c'est tout à fait légitime. C'est moral de trouver. Bah, si aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est moral. Attendez. Si aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est moral. Bechila. Si aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est moral, je vais être plus royaliste que le roi? Je n'ai pas compris. Le soir de Pessah, c'est un exemple qui est bien connu. Le soir de Pessah, comme toutes les maisons en Israël, S'il vous plaît. le soir de Pessah, vous faites le Hallel 2 fois. Pas une fois, 2 fois. Qu'est-ce qui se passe pendant que vous êtes en train de vous réjouir, en train de chanter le Hallel à la synagogue et à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Que fait Akadosh Baruch Hu à ce moment-là? C'est tout. Akadosh Baruch Hu prend les premiers-nés égyptiens et les fracasse. Ça ne vous suffit pas? Allons au 7e jour de Pessah. On est en train de chanter avec exaltation la Shiratayam. Qu'est-ce qui se passe devant nous pendant qu'on est en train de chanter la Shiratayam? Vous avez les Égyptiens, Mika Mocha, Micha Mocha, il est en train de s'étrangler. Ah oui. Et nous, on est là, ah, Yashir Moshe. Donc, vous avez le droit, encore une fois, je répète, vous avez tous les droits. Mais ce qui m'apparaît abject, c'est de dire que cela est immoral. Parce que si on dit cela est immoral, Ça veut dire que quand les autres nous mettent dans C'est le un centre à malaise. gaz, tuent des enfants, Si- massacrent, d'après leur morale à eux. je ne sais pas ce que c'est que la morale. Je ne sais pas ce que c'est que. Non, On parle des nazis. Non, mais j'ai très bien compris. Mais je ne sais pas ce que c'est que la. Écoutez, je ne vais pas revenir à chaque fois en arrière sur ce que j'ai dit. Mais non, Ça n'existe pas la morale relative. Pourquoi ça n'existe pas? La morale relative n'existe pas. Parce que la morale est immuable. Et c'est ce qui a fait justement que la morale est rattachée au bien en tant que bien. À partir du moment où vous avez, là encore une fois, vous avez fait comme une erreur impardonnable sur le fait que pendant des années, pendant des siècles et des siècles, écoutez bien ce que je dis. Faut pas vous plaindre. Écoutez bien ce que je dis. Encore une fois, vous voulez m'argumenter avec plaisir, je vous réponds. Mais si vous voulez simplement dire le mot que vous avez à dire, je n'ai rien à vous répondre. Donc je vous réponds au moins que tout le monde le sache. Quand nous parlons du rapport avec les nazis, il faut savoir que les nazis, pour le coup, évidemment, les nazis sont considérés comme étant amalékiens. Mais surtout, il y a un petit détail qu'on a encore une fois malheureusement oublié, c'est que nous parlons de morale devant qui? Devant, je répète, devant la société ou devant Dieu. Et ce qui m'importe d'abord, c'est devant Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Amalek, en admettant, justement, à la différence de nos ennemis, puisque nous avons une obligation de nous souvenir et de ne pas oublier, Zachor ve'al tishkach, cela implique que Amalek nous ait attaqués ou ne nous ait pas attaqués, ça ne change pas la donne. Il y a une haine viscérale à l'égard d'Amalek. Je n'ai pas dit à l'égard du monde entier, je n'ai pas dit à l'égard ni des Chinois ni des Français, à l'égard d'Amalek exclusivement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aux yeux des Allemands, pour ne citer que, nous avons été une grande bénédiction pendant des centaines, voire des milliers d'années, à tel point que vous avez le poète national d'Allemagne, Heinrich Heine, n'est-ce pas, qui était juif et que Hitler a eu beaucoup de mal à le brûler, à le jeter. Parce qu'il faisait partie de la culture allemande. Donc, du jour au lendemain, les juifs, qui étaient le meilleur ami, est devenu le pire ennemi. Ne serait-ce qu'à titre d'exemple, l'assimilation la plus extraordinaire qu'il y avait en Allemagne,
montre bien que les Juifs étaient heureux puisqu'ils se sont mis avec des goyotes. Donc, la problématique, elle n'est pas du tout à ce niveau-là. Ensuite, quand vous dites, dans ce cas-là, et là, c'est pour ça que j'ai insisté sur la notion de relativité ou non de la justice, surtout et de la morale, c'est parce que nous parlons de réciprocité. Je n'ai absolument aucunement envie de massacrer ni les Français, ni les Allemands, ni rien du tout. Il est évident qu'ils ont beaucoup à se faire pardonner, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui importe, c'est la propagation du bien. Et quand je dis du bien, avec un B majuscule. Donc, pour le coup, non, la morale n'est pas relative. Ce qui était moral hier ne l'est plus aujourd'hui aux yeux de certaines civilisations. Et de la même manière que ce qui n'était pas moral hier, eh bien, est devenu pleinement accepté aujourd'hui. La morale défendue par la tradition juive, elle est immuable. Et quand je dis elle est immuable, le rapport, on l'avait fait dans le premier cours, le rapport entre l'homme et la femme, le rapport entre l'homme et son prochain, le rapport entre l'homme et ses enfants, le rapport est dans la justesse de la société, n'a jamais, encore une fois, bougé, j'ai envie de dire. C'est immuable à condition que ce soit un dictat. C'est-à-dire que c'est un dictat. C'est-à-dire la morale, elle est définie. Elle est définie par Akadosh Baruch Hu lui-même et mise en pratique, et mise en... Non, non, non. Et mise en pratique Un dictat. par ce que les Chachamim, justement, vont nous transmettre pour être en équation. Donc, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas le dictat. C'est tout. Point barre. Je me suis occupé il y a quelques années de quelqu'un qui aimait beaucoup les garçons. Et on voulait que je l'aide pour essayer de sortir de ce truc. Bon, puis j'ai découvert que, il vivait pas tout seul, au Hachem. Donc, ça a encore plus empiré le truc. Et alors que j'ai réussi à lui faire entendre cette idée qu'il y avait cette possibilité de morale et de immoral dans un comportement dépravé. Et il est arrivé à un moment donné, ce qui n'était pas le cas avant qu'il rencontre quelqu'un, mais il est arrivé à un moment donné où il essaie de prétexter qu'il y a une autre option qui serait amorale. C'est-à-dire, c'est pas ni bien ni pas bien. Mais là, dans la tradition juive, ça n'existe pas. Dans la tradition juive, un juif, encore une fois, qui se respecte, est constamment animé à vouloir servir à Kadosh Baruch Hu. Il faut être clair, c'est ça. Et la morale est défendue par Akadosh Baruch Hu. Et je l'ai dit, je le répète, on a le droit de trouver ça choquant. On a le droit. Jamais, au grand jamais, j'imposerai quoi que ce soit à quelqu'un. Mais quand on me dit la morale ne pense pas comme ça, pas que ça. Où dans quelle référence morale nous, encore une fois, nous indiquons, nous impliquons? Quelle référence? D'accord? Pardon? Mais c'est plus que culture. Vous avez raison, mais c'est plus que culture. C'est encore une fois, notre ADN. D'accord? C'est notre ADN qui se révèle par le biais de la Torah. C'est-à-dire, il y a eu des mutations dans notre identité. Il y a eu des gens qui ont disparu malheureusement dans notre identité. Vous avez les 4/5 du peuple qui ont disparu. Vous avez à l'époque du deuxième Beth Amikdash des Juifs malheureusement qui ne sont pas, qui étaient plus en dehors d'Eretz Israël qu'en Eretz Israël. On connaît la problématique. La guerre, elle n'est pas finie. La guerre identitaire, je parle, elle n'est pas finie. D'accord? On n'est pas encore sorti malheureusement, comme on dit, on est sorti de l'exil, mais l'exil n'est pas encore sorti de nous. C'est très difficile, encore une fois, de réfléchir sur ces implications-là. D'accord? Arshad. Ali, s'il te plaît. Top. À propos de relations homme-femme. Je reprends. Rabotai. Maintenant, comment se fait-il qu'un peuple qui ait pu survivre à l'histoire, à travers plus de 2000 ans, 2400 ans, sans constituer un État-nation? Ça, c'est la grande devinette du monde entier. Comment est-ce qu'on a réussi à garder? En attente. Vous êtes conscient quand même, parce que c'est quand même une chose extraordinaire, que vous avez quelqu'un comme le Ramchal, par exemple. Le Ramchal, on est au XVIIIe siècle. Il a écrit un livre sur quoi? Sur le troisième Beth Amikdash. On est au XVIIIe siècle. C'est loin d'être actualité à l'époque où le Ramchal l'explique. Aujourd'hui, c'est clair. Alors, plus loin, le Rambam, 11e siècle, les lois sur Pessah. Tu dois manger le korban le sacrifice de Pessah. Si jamais tu n'as pas sacrifié le sacrifice de Pessah sur le mont du Temple,
bah, tu continues le Seder comme d'habitude. On est au XIe siècle. On a l'impression que ces maîtres-là, ils ne sont pas conscients qu'on a été en exil, mais qu'est-ce qu'on va penser de Pierre, Paul, Jacques et John et Jimmer et je ne sais pas quoi. Non. Il y a une cohérence, encore une fois, qui se poursuit. Quand le Rav Tzvi Kalisher, parmi les pionniers de Tzion, quand le Rav Tzvi Kalisher, il parle avec le baron de Rothschild, qui va donner beaucoup d'argent pour Israël, etc., un des arguments que le Rav Tzvi Kalisher lui dit, parce que comme ça, peut-être tu auras le privilège, t'auras le privilège de pouvoir encourager pour renouveler les sacrifices. On est à l'époque, c'est-à-dire avant Herzl. D'accord? Tout le monde a raillé des gens comme lui, tout le monde a rigolé du Rav Yehuda El-Kelaï, n'est-ce pas, le Rav du grand-père de Herzl à Zimlin, là-bas, dans la Yougoslavie, en Hongrie. Quand il est venu en Israël, il a dépensé tout ce qu'il pouvait comme denier pour venir en Israël, et il a dû partir en Angleterre, tout le monde a rigolé de lui. Alors, elle est où ta terre promise? On continue. De la même manière que les propos que je tiens aujourd'hui vont certainement, en une partie d'entre vous, vous apparaissent comme des propos extraterrestres. C'est pas grave, je continue. Achav, ce que la tradition juive nous enseigne à ce sujet, et je fais référence au texte du Rav Kook qu'on va rappeler, qui est à la fin que le Rav a ramené, est qu'il y avait là une attitude délibérée. Il y a eu, après la sortie d'Égypte, une première tentative de constituer la vie nationale d'Israël sous forme d'État, la période des juges. Il y a eu une volonté, malheureusement à cause de la faute des explorateurs, comme vous le savez, Yehoshua n'est pas venu en Israël à 40 ans, mais à 80 ans, et donc il n'a pas pu courir tout Eretz Israël, mais il y a une volonté d'arriver à mettre en place une entité, une unité du peuple. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Et ils ont essayé. Boaz en fait partie, tout le monde en a essayé. Mais à chaque fois, on a réussi à réunir 2-3 tribus, jamais tout le monde. Mordechai, que j'évoquais tout à l'heure, il faut se rendre compte que tout le monde parle de Mordechai avec admiration. Et quand on voit bien dans la Megillat Esther, il est aimé par la majorité de ses frères. La majorité, ça veut dire pas tout le monde. Tu vois? Si on avait un député qui plaît à tout le monde, c'est qu'il y a un problème. C'est un roi. Même le roi, même David, il n'est pas aimé par tout le monde. Le roi, c'est le dirigeant politique. Même le roi, et Mordechai l'était, il n'est pas aimé par tout le monde. Vous avez bien vu. Et pourtant, tout le peuple est avec lui. D'accord? C'est comme si, par exemple, on avait des députés à la Knesset, exemple théorique, évidemment, comme d'habitude. C'est comme si on avait des députés à la Knesset qui automatiquement étaient contre Bibi à cause de leur propre ego. Ça n'existe pas, mais de manière générale. C'est ça? Non, non, c'est pas vrai. Voilà. C'est pas le cas, non. Donc ça va, on est rassuré. En tous les cas, la période des juges, puis la première royauté, ce fut le premier royaume de Yehuda, qui a été détruit par la civilisation babylonienne. Tout se passe comme si la tradition juive avait jugé que cette première expérience avait été un échec et que par conséquent, il fallait reporter à la fin des temps, au temps de la paix universelle, au temps messianique, au temps où la moralité régirait les rapports entre personnes et entre nations, la constitution d'un État juif. Je reprends ma cruauté de tout à l'heure. C'est fondamental. Monsieur a évoqué les nazis, on peut rappeler le Hamas, on peut rappeler l'islam, on peut rappeler qui vous voulez. Toujours avoir en tête quelle est la finalité de cette cruauté à l'égard spécifiquement d'Amalek. La finalité, c'est la sérénité. La finalité, c'est le salut de l'humanité en tant qu'humanité. Et en aucune manière de vouloir transformer ni les Français, ni les Allemands, ni les Américains en juifs. En aucune manière. Nous n'avons pas cette aspiration-là. Dois-je rappeler pour le coup que Hitler et Marshall Movezero a un objectif de race aryenne, un objectif, encore une fois, d'élite. Ce n'est pas le cas. Toute la tradition juive n'a jamais invoqué cette possibilité, encore une fois, pour le coup, c'est le cœur. Ça n'a jamais été tous les membres. Bachar Banu Mikola Amim, on n'a pas dit Bachar Banu, pas qu'il ne nous a pas choisi parmi les, je sais pas, parmi les fourmis et parmi les singes. Par Bachar Mikola Amim. Donc, il y a des réalités, encore une fois, il y a des humanités qui existent à travers le monde qui sont tout à fait honorables et respectables. Mais malheureusement, parce qu'ils ne comprennent pas la valeur que représente le cœur d'Israël, cela a des répercussions morales dramatiques, ou pour le coup, immorales. Donc, on a remis à plus tard
ce qui avait déjà été énoncé au Har Sinaï, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. On n'y est pas arrivé encore. Les gens aimeraient, combien de fois on entend, ça y est, on a l'État d'Israël, c'est fini. Non. D'autres vont dire, l'État d'Israël ne représente rien. C'est faux. C'est une autre étape dans la délivrance de notre peuple. Et non seulement dans la délivrance de notre peuple, mais j'ai envie de dire dans la délivrance de l'humanité tout entière. Quelle est votre définition de l'humanité en fait? Pardon? Quelle est votre définition de l'humanité? Ça veut dire quoi l'humanité? Un être humain digne de ce nom, on va dire l'humain lambda, c'est l'être humain digne de ce nom qui accomplit les 7 mitzvot Bnei Noach. Ça, c'est un être humain digne de ce nom. D'accord? Ça, c'est l'humanité. On aspire à ce que cette humanité ait un comportement moral et digne de ce nom. D'accord? Est-ce qu'il peut y avoir des juifs qui se comportent mal? Oui. Ils ne sont pas taxés, ils ne sont pas jugés au niveau individuel, mais au niveau de la nation, pour le moment. Donc le mal n'existe plus. Pardon? Le mal n'existe plus. C'est-à-dire que le mal en tant que mal, il est véhiculé en tant que manque d'une réalité qui n'est pas encore accomplie, qui n'est pas encore achevée. Mais on l'a évoqué le cours de la semaine dernière. Le mal, bien évidemment, ça c'est l'aspiration presque finale, mais c'est jamais final parce que c'est l'absolu. Mais c'est cette idée où les mitzvot seront abrogées. Pourquoi les mitzvot seront abrogées? Puisqu'il n'y aura plus lieu de dire aux gens surtout de ne pas voler, puisqu'il n'y aura plus de vol. Et je répète, tout ce que je vous dis maintenant pourrait être de l'utopie. Et pourrait. Pourquoi ce n'est pas de l'utopie? C'est le débat. Non, pourquoi je dis que ça ne peut pas être de l'utopie? Ce n'est pas d'utopie? Parce que c'est énoncé par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc c'est vrai que j'y crois pas, ça ne changera pas la donne. Non. Oui, mais il faut accepter le postulat. Mais encore une fois, chacun est libre de vouloir se rattacher, de vouloir choisir la vie, pour le coup, Bacharta Bachaim, de choisir la vie ou la mort. Et quand on parle de vie ou mort, je ne suis pas en train de souhaiter la mort à personne, mais d'être rattaché à la vie ou non. Le chemin est tracé. La destinée du peuple juif, encore une fois, elle est définie. C'est comme j'ai entendu cet écrivain en France, juif, qui est venu en Israël, et qui dit « Je suis inquiète malgré tout pour l'identité, pour les juifs en France. » Et continue à être inquiète. Quand tu auras fini d'être inquiète, ou tu prends ton avion, ou je ne sais pas. Mais c'est fini. La destinée du peuple juif, justement, la prise de responsabilité du peuple juif, elle est là, elle est exclusivement là. C'est uniquement. J'ai des amis qui sont lituaniens, antisionistes, comme tout ce que vous voulez, et on s'aime beaucoup, on a beaucoup de trucs, mais on se dispute beaucoup. Et le fait est, c'est qu'il m'a dit plusieurs fois, sa femme est une amie de ma femme, bref, et il m'a dit, j'adhère pleinement, non, c'est très bien qu'il y ait des gens comme vous qui montent sur le Harabaï, c'est très bien, mais nous on est de côté, on attend le miracle. Ben, moi j'attends pas le miracle. Ils sont quand même ici. Oui, non, ils sont là, c'est des Israéliens, ils sont lituaniens, etc. Mais le rapport à l'armée, à l'État, etc., c'est comme moi, mais à l'envers. Voilà. Et pourtant, c'est bien ce que vous faites. Bah, moi, je ne suis pas sur le banc de touche. C'est des juifs, quand même. Mais non seulement c'est des juifs, mais je ne parlerai jamais avec mépris à l'égard de mes frères. Oui, mais c'est un problème aussi. Parce que nous, on est justement, encore une fois, dans cette volonté de forger un État. Un État qui soit digne, encore une fois, de pouvoir accueillir Akadosh Baruch Hu. D'accord? On s'aperçoit que dès le temps du retour, à l'époque d'Ezra et Néhémia, lorsque sont revenus les exilés du premier royaume de Yehuda, toute une partie du peuple, avec un certain nombre d'autorités rabbiniques à leur tête, a refusé ce retour. Quelle parole terrible que nous rappelle le Rav ici. Au nom de l'argument suivant, jadis, nous avons essayé d'établir un État selon la Torah, cela a été un échec. Il y a donc une incompatibilité. On ne peut pas forger un État juif. Ça ne marche pas. L'État-nation n'est pas pour Israël. Nous devons laisser le problème de l'organisation de la cité aux autres peuples et nous constituer en communautés religieuses qui se grefferont sur les États du monde. Ces discours-là, vous les entendez encore, sachez-le. Selon Akadosh Baruch Hu, Je me souviens bien. mais oui, mais c'est moi qui dis ça, mais ouais, je suis fidèle au maître. Akadosh Baruch Hu, il est clair qu'il n'est pas d'accord avec ça. Comment j'ose dire Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord avec ça?
parlé de morale. Ah, monsieur, c'est déjà endormi, c'est vrai. Mais j'ai parlé de morale tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, Esra Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation, pas une religion. Quand il a dit aux explorateurs, vous allez rentrer en Eretz Israël, il faut conquérir Eretz Israël, les explorateurs, leur première inquiétude a été une inquiétude spirituelle. On va trébucher, on va fauter, on va se tromper, en admettant que ce soit vrai. Et ça s'est avéré vrai. Et alors, Akadosh Baruch Hu a dit, tu vas à gauche, tu vas à gauche. Bon, plutôt à droite. Mais... David, mais quand il dit de toi, je ferai une grande nation, on n'est que 7 millions. Non, c'est une grande nation qualitative, pas quantitative. On n'a jamais été nombreux et on ne le sera jamais. On ne sera jamais nombreux. Quoique, Bah, qu'est-ce qu'on peut faire à côté des gens? Non, non, mais c'est la qualité. C'est la qualité. Am Israël est comparé aux étoiles du ciel, rappelle le Kli Haïkar. C'est l'éclairage du monde. Tu peux pas dénombrer le nombre, tu peux pas dénombrer le nombre d'étoiles. En réalité, c'est pas à prendre au sens de nombre, c'est au sens de l'éclairage exceptionnel des étoiles. D'accord? Il y a prou ou revou. Il faut faire le prix et il faut faire le revou. L'égoïme, c'est revou. Nous, on est le prix. D'accord? Car pense les traditions, l'État-nation équivaut à la barbarie. C'est ça l'option. Et un peuple qui recherche la sainteté doit se retirer de la politique. Vous avez vu que les gens les plus animés par la sainteté, la tradition juive, ont passé leur vie à s'occuper des problèmes. Vous n'avez jamais vu dans la tradition juive, à commencer par Moshe Rabbeinu, qui s'est coupé des problèmes politiques. Ça n'existe pas. Dans toutes les civilisations, un être spirituel, un être animé par la sainteté, il est dans son petit nuage là-bas. Il a même eu droit à la motion de censure, Moshe, avec Korah. Calme, mais c'est Moshe. Abraham, l'être qui veut diffuser la parole d'Akadosh Baruch Hu, il sait se battre. La Torah juge bon de nous préciser que Abraham et Yitzhak et Yaakov, avant d'être dépouillés par Eliphaz, ils sont immensément riches. Pourquoi tu me parles d'argent? Nous, on est spirituel. Ben non. Ah oui, on est spirituel, mais ce n'est pas la question. Mais on est rattaché, encore une fois, à la terre. La matérialité est fondamentale. On se construit en tant que nation. Avoir une économie florissante est fondamental. Sinon, on n'est pas un État digne de ce nom. Pourquoi est-ce qu'on est tellement une menace pour le monde? C'est d'abord pour ça. Si on avait été le Vatican, on ne serait pas une menace. La meilleure, je vous rappelle, l'enseignement de Vladimir Jankélévitch dans un livre qui s'appelle L'Imprescriptible, un livre exceptionnel. Et il rappelle que la seule manière pour les nations de se dédouaner, de se légitimer, de légitimer ce qu'ils ont fait pendant la Shoah, c'est de nous traiter de nazis. Vladimir Jankélévitch, pas le Rav qui vous voulez. Et il dit ça évidemment dans les années 70. Il a dit ça, c'est pas aujourd'hui, il a dit ça. Alors commence le temps de la grande diaspora qui n'a connu qu'une parenthèse, celle du deuxième royaume de Yehuda, comme nous le savons, lui-même détruit par Rome. Il y a eu, certes, quelques tentatives de royaume juif. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'il y a une aspiration constante, infinie, de la part du peuple juif de mettre en place, de réaliser ce qu'a demandé, ce qu'attend de nous Akadosh Baruch Hu. Si nous étions des anges tutélaires, alors on est coupé du monde. C'est très bien, mais il a déjà beaucoup d'anges. Tous les jours, il y a des myriades d'anges. Si on est des animaux, c'est aussi très bien, mais on n'est pas à la hauteur. Non, ce que nous aspirons à être, c'est être Adam, c'est-à-dire l'unité totale, absolue entre le haut et le bas, et entre le bas et le haut. La définition, c'est Mamlechet Kohanim. C'est ça, c'est ça. C'est le terme exact. Tout est dit dans cela. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu à ce moment-là, Ko tedaber el ben Israël, ni plus ni moins. Ko tomar le bet Yaakov, pardon, betagel el ben Israël pour dire le verset exact. Mais Ko, pas plus, pas moins. C'est le mot. Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Et tant que nous sommes dans cette scission, encore une fois, comme j'ai coutume de le dire, séparer la religion de l'État est une absurdité, réunir la religion et de l'État est une absurdité. Parce que ça impliquerait que vous ayez ici deux dimensions qui sont séparées l'une de l'autre. Ça n'a pas de sens. Pour un juif, ça n'a pas de sens. Par exemple, en Afrique du Nord, donc je reprends, il y a eu quelques tentatives de royaume juif, par exemple en Afrique du Nord ou dans les deux Siciles. Mais c'était quand même des ghettos. C'est un État indépendant au sein d'un État.
On a eu le royaume des Khazars, n'est-ce pas? Dans le sud de la Russie, là-bas. Vous avez eu cette histoire qui a été racontée après, relatée par le Rabbi Yehuda Levi. Il y avait un médecin espagnol de l'époque, 400 ans avant Rabbi Yehuda Levi, qui s'appelle Rabbi Chizdaï Ibn Shaprut, qui servait le roi d'Espagne, puisque les rois avaient beaucoup de médecins juifs, bref, et il s'intéressait à savoir qu'est-ce qui se passait dans la communauté juive, dans chaque pays, dans chaque contrée où il allait. Quand cet État, donc, juif, a été constitué, le premier État juif, totalement juif, indépendant, juif, en dehors d'Eretz Israël, le Rabbi Chizdaï Ibn Shaprut, il hésitait à y participer ou à monter en Israël alors qu'il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il a choisi? Venir en Israël. Mais c'était le premier État totalement indépendant, encore une fois, qui existait. Entretenu tout, politiquement, économiquement, par des Juifs. Donc il y a eu des tentatives, mais ça peut pas marcher. Un temps d'histoire de 2000 ans où un peuple arrive à survivre et à traverser des événements aussi difficiles sans prendre le parti qui a été, en fin de compte, le parti du mouvement sioniste, demande à être souligné. Et vous savez pertinemment qu'en réalité, on ne va pas reprocher pour le coup à Herzl, ce que certains font, mais on ne peut pas reprocher à Herzl de faire exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est aussi simple que ça. Il y a une cohérence. Quand le Rav Khalfon Cohen parle de Herzl avec des propos dithyrambiques, parce qu'il a très bien compris que je ne suis pas Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas comment Akadosh Baruch Hu gère son monde, mais il a décidé que cet homme avec une belle grosse barbe, eh bien, c'est lui qui amène le Ham Israël en Eretz Israël. Personne n'a réussi avant lui à mettre en place une cohésion, une cohérence, encore une fois, où tous les Juifs sont représentés. Donc, ça ne vaut pas le coup. C'est comme j'ai entendu une question qui a été posée à un rabbin en France. Si tu avais la possibilité de poser une question à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui poserais? Et il dit, j'aurais une question à poser à Herzl. Voilà la question du rabbin en question. Pourquoi tu n'as pas fait de tchouva? Ça m'a beaucoup peiné parce qu'apparemment, le rabbin en question, qui est illustre apparemment en France, il ne connaît pas la Torah. Puisqu'il devrait savoir que la première fois qu'on parle du mot teshuva dans la Torah, c'est le retour en Eretz Israël. Bon, mais il n'a peut-être pas étudié la Torah. C'est un rabbin en France, vous ne savez pas. Le principe est très simple. Il y a une inadéquation entre la politique et la morale. Le principe est très simple. Si on fait de la politique, on ne peut pas être quelqu'un de bien et de moral. Ça, c'est le principe qui est connu. Car la cité, la police, demande une compromission avec les passions incompatibles avec l'idéal de Gdusha, de sainteté. L'exemple que tu as ramené tout à l'heure, le Rav Kahana, Hashem Yikom Damo, il est... Rien que quand on prononce ce nom, Rav Meir Kahana, ceux qui ne le connaissent pas, très bien. Mais ceux qui le connaissent, quand on dit à Rav Meir Kahana, déjà les gens ils tremblent. Déjà, on va rentrer dans un esprit déjà problématique. Pourquoi? Mais si on regarde un peu plus en profondeur, le Rav Meir Kahana, il parle à la Knesset. D'accord? Qu'il ne soit pas habilité à représenter le peuple parce qu'il a des propos qui sont clairs, droits et radicaux. Pour reprendre la remarque, c'est pour ça que je ne rentre pas dans la politique. Mais quand il y avait un député arabe qui ouvrait la bouche, qui s'apprêtait à ouvrir la bouche, la remarque, la réaction du Rav Kahana, tu n'as pas à avoir la parole. Déjà, ça réglait le problème. Et ensuite, quand il faisait ses discours, il ouvrait Ilchot Melachim du Rambam. Il ouvrait les lois sur la royauté du Rambam. Et du coup, il a été taxé, évidemment, de plein de reproches et tout ça. On peut trouver que le ton, on peut trouver que certains aspects, parce que c'est toute la problématique, quand vous m'entendez tenir des propos durs, alors on peut se réserver uniquement ces propos durs et donc devenir quelqu'un de totalement extrémiste et problématique. Mais la Torah, elle englobe beaucoup de choses. Elle englobe aussi ça, et elle englobe aussi un rapport très serein avec juste un non-juif de manière cohérente, ou même dans le rapport, encore une fois, vis-à-vis du social, vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de plein de domaines. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il y a un premier postulat qui est terrible, c'est l'idée que la morale et la politique ne peuvent pas cohabiter ensemble, ne peuvent pas être ensemble. Et c'est vrai, sauf pour l'aspiration du peuple juif. Mais c'est vrai. Certains, malheureusement, se sont désespérés. Benny Lévy, avec toute la démarche qu'il a fait, il a tout un livre où il montre, malheureusement, que la politique, c'est un échec total.
Et donc, on va se réserver à la Torah. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Sauf que la Torah, elle est politique aussi. Hein. Mais la Torah, oui, mais c'est le politique. Le politique. C'est pas un parti. C'est C'est le ça, politique. voilà. Exactement. Exactement. Demande une compréhension. Avec l'idéal de Gdusha, il faut laisser la politique aux nations et se borner à l'espérance messianique d'un temps meilleur. Je reprends mon propos. Si on est dans le futur, alors dans ce cas-là, ça ne va pas avec la question qui est posée dans le traité de Sanhédrin, à savoir, est-ce que tu as cru dans les propos des prophètes? C'est rare que la Gemara, elle demande, est-ce que tu as attendu la délivrance? Est-ce que tu as fait avancer la délivrance? Si Pita le Yeshua, à cela va dire Rashi, est-ce que tu as cru dans les propos des prophètes? Et à cela va rajouter le Ran, est-ce que tu as cru que les propos des prophètes vont se réaliser en ton temps? Donc, dans le futur, c'est aller bientôt, si Dieu veut. Quand le Mashiach va arriver, on en parlera, ne t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Quand le Mashiach va arriver, tout va s'arranger. Mais non, c'est là, c'est maintenant. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas voulu que nous soyons sur notre terre après 2000 ans d'exil, on n'y serait pas. Maintenant, on y est. C'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on y soit. Même lorsque le mouvement sioniste est apparu, ce vieux fond d'hostilité envers l'État est resté chez eux qui se définissent comme orthodoxes et antisionistes. Pour ceux-ci, même si tous les ministres de l'État étaient pratiquants, l'État juif resterait un problème. Et en face, parce que c'est toujours important d'avoir les référents, en face de cet organisme que je citais tout à l'heure, Achim Laneshek, Achim Laneshek, ils ont pendant des années, pendant quelques années, ils ont, comment on dit, éructé, c'est suffisamment éructé le fait que les Haredim n'aillent pas à l'armée. Ce sont des parasites, ils ne vont pas à l'armée. Et puis maintenant, les Haredim, ils vont à l'armée. Il y a une grande partie d'entre eux, puisque ça. Et donc, a priori, Achim Laneshek, ils vont être contents? Non. Pourquoi ils ne sont pas contents? Parce qu'on est en train de faire à l'armée, semble-t-il, des unités harédiotes qui, semble-t-il, vont être encore plus extrémistes que les unités religieuses sionistes. Donc, c'est un problème. Donc, il ne faut pas qu'ils aillent à l'armée. Donc, il faut vous décider à un moment donné, chers amis. Vous voulez ou vous ne voulez pas qu'ils y aillent? Bah oui, mais c'est ça le problème. Pourquoi parler d'unité du peuple juif quand on peut se tirer les cheveux? Vraiment, c'est dommage. C'est les vestiges de la Shomer HaTzaïr. Hein. Voilà. Ils finiront par mettre la faction de Jérusalem et Gaza. Sauf que la Shomer HaTzaïr, quand on se réfère un peu à Jabotinsky, il n'est pas le plus tendre de tous. Donc c'est toujours une problématique. Mais il y a un résidu. On veut de la religion. On ne veut pas se préoccuper de l'État. Comme disait Manitou, est-ce qu'il faut construire des maisons pour y mettre une mezouza ou il faut une mezouza pour y mettre une maison? Voilà. T'es coiffeur parce que t'es artiste ou t'es artiste parce que t'es coiffeur? Oui, c'est ça. Ouais. J'aime bien la mezouza, c'est plus, non? Pour ceci, même si tous les ministres de l'État étaient pratiquants, l'État juif resterait un problème. On peut même déceler dans la vie publique israélienne les restes d'une réticence envers le politique à cause du risque d'oppression des citoyens eux-mêmes et d'autres aussi, et je pense bien sûr aux Arabes, cette réticence reste aussi ancrée dans une partie de la gauche israélienne. Regardez bien, à la fois du côté, parce qu'il y a un problème entre la religion et le politique, donc on choisit la religion, et d'autres vont dire, on a une détresse parce qu'on a créé un politique, mais un politique en réalité qui ne convient pas à des idéaux moraux que les premiers kibbutzim, comment dirais-je, aspiraient. Mais rassurez-vous, évidemment, ceux qui sont pour la religion et contre les l'infrastructure de l'État, évidemment, ne vont jamais demander un shekel à l'État d'Israël, puisqu'ils sont cohérents par rapport à eux-mêmes. Ça, c'est la petite attaque, ceux qui ont suivi, très bien. Il y a un ministre d'un certain parti qui avait dit il y a quelques années de cela, quand je vais demander de l'argent au gouvernement israélien, c'est comme si j'allais demander au tsar russe de l'argent pour les yeshivot. Voilà, sympathique. Toutefois, il y a concomitance entre les premiers signes du sionisme politique et l'apparition de la civilisation européenne, des principes et idéaux de la Révolution française. C'est très intéressant que Maïtou en parle de ça parce que vous savez qu'il y a eu des discussions autour de la langue du pays, s'il était défini que la langue soit l'hébreu ou le yiddish ou l'allemand ou le français. L'évocation a été évoquée le français.
Peut-être que certains d'entre vous, ça vous aurait arrangé, mais je suis très fier que la langue du pays soit l'hébreu. C'est vrai. Ça va? Désolé. À cette époque, apparaissent les États de droit qui se substituent aux États de l'Ancien Régime fondés sur la notion de pouvoir. D'accord? Je pense que c'est suffisamment clair. Il y a une recherche de légitimité d'un État. Ce n'est pas par hasard. L'État de droit est fondé sur une base idéologique qui retient comme fondement de sa légitimité des principes d'ordre moral. Comprenez bien que comment un État se constitue de manière générale, c'est ça toute la problématique, que j'ai parlé tout à l'heure d'immuabilité et d'absolu de la morale. Comment est-ce qu'un État se constitue? Vous prenez deux personnes, une personne, on va aller simple, une personne qui va s'installer dans le Far West. Il n'y a personne. C'est-à-dire, il plante sa maison, il plante son truc, etc. Il y a un deuxième qui arrive, et puis un troisième. Bon, on commence à mettre en place la rue. Tu vois, on a oublié le petit détail qu'on a volé aux Indiens, mais ça, c'est pas grave. On s'installe dessus. Et la société se met en place comme ça. Et donc, à partir de quel moment on estime que l'Américain, qui est quand même provenance d'Irlande, etc., d'Angleterre, il est plus légitime sur le terrain qu'il habite que l'Indien qui en a été chassé? Ben, étant donné que j'y suis depuis plus longtemps, étant donné que j'ai installé mes terres, que je fais fructifier le pays, donc c'est à moi. C'est comme ça qu'un État se met en place. Et, entre parenthèses, le communisme, qui va tout mettre dans ce rapport, pour le coup, à la terre, à l'agricole, le droit de la terre, le rapport à la terre. Comment le peuple juif prétend avoir un lien avec cette terre? Puisque pour le coup, le peuple juif n'y a pas habité. Je vais m'exprimer plus clairement. Il y est pénétré, mais avant d'y pénétrer, il avait déjà cette aspiration à y revenir. Le lien qui rattache le peuple juif à la terre d'Israël, ce n'est pas la question de savoir combien de temps les Palestiniens ou les pseudo-Palestiniens y sont présents. Vous, ça fait 50 ans, vous, ça fait 60 ans, nous, ça fait 3000 ans, donc c'est nous qui gagnons. Mais non. On est sur une autre dimension. Exactement. Arafat et Marcel Movezero a dit un truc une fois pour démontrer la justesse de son propos. Il a dit, j'ai tellement adoré quand il a dit ça. Il a dit qu'il est d'origine cananéenne. Eh bien, j'ai dit, ben, ça m'arrange. Comme ça, maintenant, on peut rentrer dedans. Ils nous ont chassé, les Cananéens, ils ont chassé Ever, le petit-fils de Shem, et nous revenons à la maison. Donc, ce n'est pas négociable. Justement, sous le prisme de la morale. Alors que si ce n'était pas sous cet angle-là, ça serait de l'impérialisme. Puisqu'on serait en train de conquérir une terre qui ne nous appartient pas, d'un point de vue absolu. Donc on appelle Eretz Kenaran. Et pourquoi, justement, pourquoi on l'appelle Eretz Kenaran? J'ai rappelé ça dans un cours, si vous avez l'occasion, j'ai rappelé ça dans le cours sur l'identité juive, juif, hébreu, juif avec une majuscule et juif avec une minuscule. Je rappelle, c'est un enseignement très important, que quand Noach il a séparé la terre en trois parties, il y a une partie qui relevait à Ham, à Yéfet, c'est l'Occident, Ham, c'est l'Afrique, et Shem, ici, Eretz Israël. Le descendant de Shem, c'est Ever. Pourquoi cette terre s'appelle Eretz Kenaan? Parce que Kenaan, le fils de Ham, qui est réduit à ses instincts, qu'elles sont chauds, comme son père, eh bien, il est venu, il a conquis la terre de Ever. Et tous les Ivrim qui étaient présents ici, ils sont tous morts. Tous morts, en exil, en esclavage, etc. Sauf une toute petite famille qui réside en à Orkazdim, pardon, qui résiste à l'oppresseur. Et c'est Abraham Ivri là-bas. Et il revient à la maison. Et la preuve, c'est que Yosef Hatzadik, quand il va être en Égypte, il est présenté comme Nar Ivri, alors que la terre, elle s'appelle Eretz Kenaan. Parce que le monde entier, ici, que c'est la terre d'Israël, même s'il l'appelle Palestine, Kenaan. D'accord? Ça, allez voir, ça, c'est fondamental. Parce que le lien qui nous rattache, je reprends, il est à nos aïeux et il va s'inscrire en nous, comme on dit, dans notre ADN, en revenant en Eretz Israël. C'est au nom de la morale, pas au nom de la justesse, parce que nous avons pris des coups, parce que nous avons manqué. Non! Et c'est pour ça que j'ai insisté sur Amalek tout à l'heure. Le rapport à Amalek n'est pas un rapport, il nous a fait du mal, donc on lui rentre dedans. Ça, c'est nos ennemis. Ça, c'est les seuls peuplades. Amalek, il n'y a aucune justification rationnelle, à partir du moment où on sait qui c'est, pour lui rentrer dedans. Mais il est clair que quand il se comporte comme il se comporte, il y a toute la légitimité encore plus de se comporter. Il a refusé quand même le droit de passage à Moïse.
Qui? Amalek. Quand on a pénétré dans la terre d'Israël, il paraît que c'est le seul qui a refusé le droit de passage. Non, c'est pas le seul qui a refusé, c'est pas plus que ça. Amalek, par rapport à Moshe, Amalek, il a attaqué Am Israël quand il est justement sur le chemin de sa délivrance. C'est le seul qui ne tremble pas alors qu'on a traversé la mer, alors que toutes les peuplades tremblent. Les Plishtim, on voit dans la Shiratayam, Edom, tout le monde tremble. C'est le seul non seulement qui ne tremble pas. Il est coutume de dire, de rappeler que Amalek, il est prêt à se brûler au 15e degré, juste pour refroidir la baignoire, pour refroidir les nations qui ont peur d'attaquer Israël. Il va faire en sorte de pouvoir ça. Juste brûler pour brûler. Oui, c'est tout. En tous les cas, les principes de la Révolution. Les principes de la Révolution française. On n'aura pas fini cet article, je suis désolé. Les principes de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Vous voyez, c'est Aguicheur, c'est fantastique. J'ai rappelé, pour ceux qui ne m'ont pas entendu, pour paraphraser M. Benjamin Gross, l'erreur de liberté, égalité et fraternité, c'est l'ordre des mots. On avait expliqué là, c'est fondamental. Il y a d'abord, justement, fraternité, etc. Il y a d'abord égalité en dignité, et c'est grâce à cette égalité en dignité qu'il y a fraternité, et c'est grâce à cela qu'il y a liberté. On reprend ce qu'avait dit Manitou, la réciprocité de justice. Il doit y avoir, encore une fois, un lien de fraternité entre nous. Chaque juif qui se voit, il est fier de dire je suis en colère contre toi, je t'aime pas, mais t'es mon frère. Enfin, il peut dire l'inverse, ça c'est pas grave. Mais t'es mon frère. Bon. Je vais vous raconter cette anecdote du train. Vous n'avez pas eu du train? Vous avez pas cette anecdote du train? Ah, c'était un Shabbat, j'ai parlé de ça, pas ici. Voilà. Quand j'étais agent d'accueil dans le train, j'étais aussi agent d'accueil dans le train. Et il y avait un soldat qui avait un problème pour passer avec son application Zouzou, et il s'apprête à vouloir passer, etc. Bref, j'étais avec l'agent d'accueil avec le gilet jaune, et il y avait un copain qui l'avait depuis longtemps, et il le voit, ah, chérie, comment je suis content de te voir, et mon frère, etc., il s'embrasse. Et après, il vient me voir, il me dit, est-ce que tu peux m'ouvrir, Archélie, parce que j'arrive pas à un truc. Je t'ouvre si je reçois la même embrassade que tu as donnée à ton copain. Je lui ai ouvert et il m'a dit, viens, Archélie. Est-ce que vous croyez que j'aurais fait ça, agent d'accueil dans la RATP, la SNCF, la étranger avec Mahmoud? À Lille. Hein? À Lille. Ça, comment vous trouvez comment on ne peut pas trouver ça extraordinaire, ce privilège que nous avons? Ça, c'est la réciprocité. Une vraie réciprocité. Nous sommes habitués aujourd'hui à l'évidence qu'un état de droit doit avoir une légitimité d'ordre moral et nous sommes moins sensibles à cette mutation radicale des habitudes de pensée politique qui s'est produite au XVIIIe et au XIXe siècle. Dans un coin de votre tête, ayez Machiavel, qui met en évidence justement que le rapport à l'État, la fin justifie les moyens. On n'a pas de problème de mode, on peut être quelqu'un de tout à fait immoral et être dirigeant politique. Tout notre problème à nous, c'est qu'on veut justement qu'on soit dirigé par quelqu'un qui est digne de ce nom, moralement parlant. Et c'est tout le problème. D'accord? C'est une bonne chose. Aspire. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, mais c'est espère au sens de. En espagnol, j'aime beaucoup ce verbe-là, parce qu'en espagnol, il a un double sens. En espagnol, tu as esperar, qui veut dire à la fois attendre, s'attendre à, et à la fois espérer. C'est pas espérer justement voilà, comme une utopie. D'accord? C'est espérer pas passivement, activement. D'accord? Voilà. Et c'est précisément à ce moment-là que le mouvement sioniste, le sionisme politique et d'autres mouvements de libération de minorités nationales ont vu le jour. Il faut avoir, on ne peut pas ne pas y échapper quand Rav parle de cela, il faut avoir, si vous avez le temps, l'opportunité de lire Alt-Toilan, de lire l'État juif, de voir les aspirations, de voir les idéaux de Herzl. On est loin d'un vain idéal politique, encore une fois, qui voudrait, on a un État, parce que quand ils ont un État, on veut aussi notre État. Non, on voit comment est-ce qu'il parle. Il dit même, d'ailleurs, 1 an avant de mourir, je continuerai à être sioniste, même si l'État d'Israël devait naître maintenant, j'aurai encore des aspirations sionistes, parce que le sionisme est à mes yeux, dit Herzl, eh bien, une aspiration à l'universel. Vous voyez qu'on est loin d'un rapport purement étroit de politique.
Maintenant qu'Israël est revenu, on peut commencer à combattre Amalek. Maintenant qu'Israël est venu, la guerre de Gog et Magog est possible. Maintenant qu'Israël est revenu, on peut commencer à se préoccuper réellement, justement, de sauver le monde. Mais c'est par étapes. D'accord? Parce que c'est pas fini. Top, je vais devoir m'arrêter là, il est 7h20, avec votre permission. Bezrat Hashem, nous reprenons la prochaine fois. Merci beaucoup.